Le surhomme de Nietzsche. C'est probablement l'un des concepts les plus mal compris de toute la philosophie. On l'imagine souvent comme un être supérieur, dominateur, froid, invincible, un chef naturel avant l'heure, ou pire, une idée politique dangereuse. Et pourtant, si tu lis Nietzsche vraiment, tu te rends compte d'une chose. Le surhomme n'est pas une sorte de surhomme au-dessus des autres. C'est une idée dirigée contre soi, contre nos automatismes, contre nos excuses, contre nos haines. Aujourd'hui, je veux clarifier un point, ce que le surhomme n'est pas, pour comprendre ensuite ce que Nietzsche essayait de sauver. Le terme vient surtout de son livre majeur, Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche y met en scène un personnage qui parle en images, pas en définition. Et il annonce une crise. Si les anciens repères s'effondrent, c'est-à-dire les valeurs, la morale, le sens, alors l'être humain doit devenir capable de créer. Le surhomme est lié à cette idée, après la disparition des grandes certitudes, soit on tombe dans le vide, soit on invente un nouveau rapport à la vie. Mais ça, c'est déjà trop abstrait. Alors commençons par le plus important, les contresens. Première erreur. Croire que le surhomme parle de biologie ou de race. C'est un contresens massif. Nietzsche ne dit pas « certains valent plus que d'autres par nature ». Il décrit un mouvement, se dépasser, se transformer. Et historiquement, son concept a été récupéré, déformé, instrumentalisé. Par qui et comment, me diras-tu? Pas seulement par les nazis. Avant même eux, des courants nationalistes, militaristes, eugénistes ou simplement élitistes ont pioché chez Nietzsche ce qui pourrait servir, une idée de hiérarchie humaine. Ensuite, le nazisme a repris certains mots, a gommé ce qui dérangeait, notamment le mépris de Nietzsche pour l'antisémitisme et les nationalismes, et a transformé une exigence existentielle en slogan collectif. Et il faut ajouter un autre type de déformation, plus douce mais très actuelle, la version marchande, celle qui réduit le surhomme à une recette de performance, un fantasme d'invincibilité, un personnage de motivation. Dans les deux cas, on fait la même erreur. On transforme une notion intérieure en étendard extérieur. On a voulu en faire un drapeau, mais chez Nietzsche, le surhomme n'est pas un programme politique. C'est une exigence existentielle. Le surhomme n'est pas au-dessus des autres. Il est au-dessus de ce qui, en lui, veut rester petit. C'est très différent. Si tu devais retenir une seule phrase, ce serait bien celle-ci. Ce concept ne parle pas de domination des autres. Il parle de domination de soi. Deuxième erreur. Imaginez le surhomme comme un homme fort, brutal, sans empathie. C'est souvent la caricature d'un fantasme de puissance. Un être qui n'a peur de rien, qui écrase tout, qui prend ce qu'il veut. Mais chez Nietzsche, la véritable faiblesse n'est pas la sensibilité. La véritable faiblesse, c'est le ressentiment. C'est-à-dire cette manière de transformer son impuissance en jugement moral, de haïr ce qu'on n'arrive pas à être, de se venger en critiquant, de faire payer à l'autre en somme ce que l'on n'arrive pas à être soi-même. Le surhomme, si on doit le résumer ainsi, c'est l'être qui ne fonde plus sa vie sur la rancune. Un tyran est souvent rempli de ressentiment. Le surhomme, lui, cherche à s'en libérer. Troisième erreur moderne. Croire que surhomme signifie « devient une machine ». Travail sans relâche, discipline sans nuance, performance à tout prix. Comme si Nietzsche parlait d'optimisation. Nietzsche n'est pas un entraîneur. Le surhomme n'est pas un meilleur soi à exhiber, c'est même l'inverse. Nietzsche s'attaque au fait que nous vivons souvent par emprunt, avec des valeurs qu'on n'a pas choisies, avec des identités qu'on copie. Le surhomme n'est pas être performant, c'est être auteur de sa vie. Quatrième et dernière erreur, et pas des moindres, croire que le surhomme est un saint laïque, quelqu'un d'irréprochable. Nietzsche se méfie de la morale quand elle devient un fouet. Il voit comment l'obsession d'être pur peut produire de la culpabilité, de l'hypocrisie et une haine de soi très moderne.
Le surhomme n'est pas un idéal moral parfait, c'est un être qui cesse de vivre sous tribunal permanent. Alors le surhomme, c'est quoi en définitive? Dans Zarathustra, Nietzsche utilise une image célèbre, 3 métamorphoses de l'esprit. La première, le chameau. Le chameau porte, il supporte, il obéit. Il va dire en somme « je dois ». Deuxième métamorphose, le chameau devient lion. Le lion dit non, il se libère, il détruit les vieux ordres. Il va dire au monde « je veux ». Le lion enfin, troisième métamorphose, devient l'enfant. L'enfant, lui, il crée, il recommence, il invente sans cynisme. Il dit oui à la vie. Le surhomme ressemble à ce mouvement, passer de la vie portée à la vie choisie, puis enfin à la vie créée. Ce n'est pas une montée en puissance sociale, c'est une montée en liberté intérieure. Si tu retires Dieu, la tradition, la morale collective, il reste une question brutale. Qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce qui mérite une vie? La plupart d'entre nous répondent par défaut. Les valeurs du groupe, de la famille, de l'époque. Nietzsche pense que beaucoup de souffrances viennent de là. Vivre sous une valeur qui n'est pas la sienne. Le surhomme, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est oser répondre à la question « Qu'est-ce qui, pour moi, vaut d'être affirmé ?» Au fond, Nietzsche oppose 2 attitudes. La première, la vie vécue comme plainte, comme procès, comme regret permanent. D'autre part, la vie vécue comme affirmation, oui, même avec ses blessures. C'est là qu'on rejoint l'idée d'amor fati. Aimer son destin, pas comme une résignation, mais comme une manière de cesser la guerre intérieure. Le surhomme, c'est peut-être simplement celui qui arrête d'utiliser sa douleur comme une excuse pour haïr la vie. Donc non, le surhomme n'est pas un dominateur. Ce n'est pas une race. C'est encore moins un slogan de performance. Ce n'est définitivement pas une perfection morale. C'est une exigence. Sortir du ressentiment, se dépasser et surtout devenir capable de créer un sens qui ne soit pas emprunté. Ce concept a été rendu dangereux par les contresens, on l'a vu. Mais dans le texte, il est surtout exigeant parce qu'il oblige à regarder une question simple. Est-ce que tu vis selon tes valeurs ou selon celles que tu as simplement héritées? Si tu veux, dis-moi en commentaire quelle est pour toi la caricature la plus fréquente de Nietzsche. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et bon visionnage.